Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et aujourd'hui je vous propose de faire la connaissance d'Arnold de Parsco, le réalisateur d'Une barque sur l'océan, son deuxième long métrage qui sortira en salle mercredi 26 août. Tourné en équipe réduite à l'île des Dieux à Bali, son film est une ode à la musique classique, aux paysages idylliques ainsi qu'à la détermination dont il faut savoir faire preuve sur le long terme lorsque l'on souhaite vivre de son art. Juste avant de le retrouver, je vous propose d'écouter un morceau idéal pour les embouteillages de retour de vacances, il s'agit des âmes parallèles de Moki. Ce qui vient de toi, je crois que je l'oublierai. Je ne veux le penser. Tout ce qui vient de toi, je ne peux le toucher. J'ai peur de peut-être le blesser. Tout se vit. Tout ce que le monde sans toi est immonde. Y'a rien d'autre que toi. Je m'enlace autour de nos âmes et je te l'assure. C'est le bleu azur de tes yeux qui m'assure et qui me rassure. En derviche, je me vois. Je suis passé la nuit sur le toit, chercher le terme. Les imparallèles se désirent et se sèment comme des hirondelles. Dans les vents contrariés, nos âmes se refusent, deux aimants et deux idées diffuses. Dis-moi si je tombe du haut de mon toit, si tu viendras me rattraper contre toi. Dis-moi, oui, dis-moi, si tu viendras contre moi, si tu t'enroules avec moi, si tu t'enroules. Y'a rien d'autre que toi, je m'enlace autour de nos âmes et je te l'assure. C'est le bleu azur de tes yeux qui m'assure et qui me rassure. En derviche, je me vois, je suis passé la nuit sur le toit, chercher le thème. Les âmes parallèles se désirent et se sèment comme des hirondelles. Tout c'est tout ce que le monde sans toi est immonde. Dis-moi, oui, dis-moi. Dis-moi, oui, dis-moi. Dis-moi, oui, dis-moi. Si tu viendras contre moi, si tu t'enroules avec moi, si tu t'enroules. Y'a rien d'autre que toi. Je m'enlace autour de nos âmes et je te l'assure. C'est le bleu azur de tes yeux qui m'assure et qui me rassure. En derviche, je me vois. Je suis passé la nuit sur le toit, chercher le thème. Les âmes parallèles se désirent et se sèment comme des hirondelles. C'est le bleu azur de tes yeux qui me rassure et qui me rassure. Les âmes parallèles se désirent et se sèment comme des hirondelles. Vous écoutiez Les âmes parallèles de Moki, le premier titre parfum menthe poivrée qui rappelle Voyou, Pépite, Louis Piscine ou encore Triple Go et Bachung. Joyeusement dépressif de nature, Moki est de ces artistes mélancoliques qui permettent à la variété française d'enrichir son répertoire en proposant des ballades comme celle-ci qui mettent un peu de baume au cœur. Pour en savoir davantage sur Moki et pour découvrir ses prochains morceaux, je vous glisse les liens vers ses réseaux sociaux dans la description et vous laisse à présent en compagnie du réalisateur Arnold de Parsco. Bonjour Arnold. Bonjour Aline. Tu viens présenter ton deuxième long métrage, Une barque sur l'océan, qui est produit par Fleur d'Argent Productions. Est-ce que pour commencer, tu peux le pitcher ? Pour faire assez court, c'est une histoire d'amour entre un jeune balinais et une jeune française. Donc le jeune balinais, lui, habite avec sa famille dans une petite cahute perdue au nord de l'île, au nord-est de l'île. Et il rencontre un jour par hasard une jeune française qui est étudiante en piano et qui est expatriée à Bali avec sa famille dans une villa, une grande villa. Et il tombe radicalement amoureux d'elle au premier regard. Et il se
demande comment il va pouvoir faire pour la revoir, puisqu'ils n'ont absolument rien en commun. Et puis il a l'idée de demander à cette jeune fille de prendre des cours de piano avec elle, ce qu'elle accepte. Et donc il se revoit régulièrement, et puis il prend des cours de piano alors qu'il n'y connaît absolument rien à la musique occidentale, au piano. Lui, ce qu'il connaît, c'est le gamelan balinais, c'est un instrument traditionnel balinais. Et petit à petit, il se revoit régulièrement, puis il se prend de passion pour le piano. Donc cette histoire d'amour entre deux va évoluer et va se concrétiser. Et en parallèle de ça, lui va se prendre de passion pour la musique et par le métier de compositeur. Donc très rapidement, il va essayer de devenir quelqu'un dans le milieu de la musique. Il va être confronté aux difficultés de devenir important dans le milieu artistique de la musique, notamment la musique occidentale, puisque ça sera notamment de la musique classique et de la musique de film. C'est un parcours initiatique d'un homme qui va découvrir l'amour dont il ne connaît presque rien et la musique dont il n'a jamais rien connu d'autre que la musique de son pays, de sa culture. Et c'est un film qui, alors je ne vais pas en dévoiler plus que ça, mais qui est une sorte de romance, mais avant tout un drame. Voilà, c'est un film qui se termine pas forcément très bien. J'en dis pas plus, mais voilà, c'est une romance, mais surtout pour moi un drame. Et ce drame, si je ne m'abuse, c'est l'adaptation de Martin Eden, le livre de Jack London. Mais à défaut de suivre le parcours dramatique, voire tragique de cet auteur, on suit plutôt Eka, le protagoniste de ton film, qui, comme tu l'as dit, se met à la musique à Bali. Pourquoi ces choix, la musique classique et cette localisation-là ? En fait, je suis tombé, comme beaucoup de gens, amoureux du roman de Jack London, Martin Eden. Et au départ, je voulais essayer de l'adapter tel quel. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était un tel chef-d'œuvre que ça allait être vraiment impossible de réussir une adaptation, surtout qu'on est un jeune réalisateur sans beaucoup de moyens, etc. J'ai assez rapidement abandonné l'idée de me lancer dans une adaptation fidèle. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de raconter une histoire un peu similaire, mais à travers une culture différente. Moi, je connais pas mal Bali depuis que je suis assez jeune, et j'avais envie de raconter une histoire qui se passe là-bas. Et je me suis rendu compte que l'histoire de Martin Eden pouvait être transposable, alors non pas telle quelle, puisque je ne voulais pas trahir l'œuvre de Jack London, mais en adaptant très très librement, et c'est même pas en adaptant, mais en s'inspirant très librement de l'histoire, et en partant sur quelque chose d'assez différent, bien que je voulais garder une histoire d'amour avec un choc des cultures et une lutte des classes, et une envie artistique très forte de la part du protagoniste principal. Mais du coup, je me suis dit, la littérature m'intéresse moins que la musique, en tout cas pour une mise en scène de film. Donc je me suis dit, allons-y, essayons de nous inspirer très très librement de ce roman. J'ai pas voulu trop en parler, puisque finalement, après réflexion, ça n'a vraiment plus grand chose à voir avec Martin Eden de Jack London, et c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais c'est effectivement ce qui m'a animé de prime abord, c'était cette envie de raconter le parcours de Martin dans Martin Eden. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être sur ton casting, notamment sur les deux acteurs principaux que sont Dorcas Copin et Harry Santika? Comment tu les as rencontrés? Est-ce que tu écrivais en pensant à eux? Il me semble qu'Harry n'est pas du tout comédien à la base. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Alors les deux comédiens principaux, Harry Santika et Dorcas Copin, ont été trouvés en fait assez tardivement, c'est-à-dire qu'on savait très bien que de par la nature du projet, on n'allait pas avoir des comédiens très connus, et puis surtout, moi j'avais pas envie de ça du tout. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce film, ça allait être une aventure qui allait plutôt dans la direction je vais pas dire du documentaire, parce que c'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais j'avais envie que les comédiens soient non seulement pas connus, c'était pas vraiment un parti pris qu'ils soient pas connus, mais je voulais notamment que le personnage principal, Eka, ne soit pas un comédien. Je voulais de la spontanéité absolue dans ce personnage, et que je pense avoir eu. Harry Santika n'a jamais joué dans aucun film. On l'a trouvé, la productrice Marianne Poitot et moi, surtout elle d'ailleurs, c'est elle qui me l'a présenté. On l'a trouvé sur internet, sur Instagram. Physiquement, on trouvait que c'était parfait pour le rôle, et puis on l'a rencontré. On lui a fait faire des petits bouts d'essai, un teaser, et on s'est rendu compte qu'il était parfait pour le rôle. Il représentait vraiment tout ce qu'on avait envie de montrer, de défendre dans ce personnage, dans cette histoire. Donc en fait, on s'est dit, c'est lui, c'est parfait, il n'est pas connu, ça n'a aucune importance. Au départ, on avait pensé à quelqu'un d'un peu plus connu, puis on s'est dit que ça le ferait moins. On était très très heureux d'avoir trouvé ce parfait inconnu qui nous a délivré une parfaite spontanéité, une véracité dans son regard, dans tout ce qu'il nous proposait. On était très très heureux. Et en ce qui concerne Dorcas, c'est une comédienne qui n'est pas très connue, c'est une jeune comédienne de 25 ans qui a fait quelques pubs et courts-métrages, je crois des petits rôles dans des longs-métrages. Ça nous allait très bien également. On a fait un casting de beaucoup de comédiennes peu connues, et c'est elle qui nous a le plus épaté de par sa prestation au casting, de son implication, de son envie de défendre le projet, de défendre ce personnage de Margot. Elle était parfaitement ressemblante physiquement au personnage que j'imaginais,
balinet, et puis elle jouait de la même manière très bien ce que j'avais en tête pour ce personnage-là. Ton film est une ode à la musique, c'est presque même un personnage principal ou secondaire. On y entend de la musique classique, des morceaux de Liszt, Chopin, Debussy ou Ravel, mais aussi un peu de jazz. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ces choix, ces morceaux qu'on entend là, et peut-être aussi ta collaboration avec le compositeur qui signe la musique originale? Depuis tout petit, moi j'ai été bercé dans la musique classique, ma sœur est pianiste, et j'ai entendu de la musique classique de mes 8 ans à mes 20 ans, et donc je suis vraiment un amoureux de la musique d'abord, mais la musique classique surtout. Et du coup, j'avais envie qu'il y ait de la musique de film beaucoup dans Une barque sur l'océan. Donc on a travaillé beaucoup avec Cyril Marcheseau, le compositeur, je vais y revenir. Mais surtout, j'avais envie de musique de Ravel d'une part, notamment le morceau Une barque sur l'océan qui est central dans le film, qui est le titre du film et qui est pour moi une métaphore de pas mal de choses dans le film. Et ce morceau-là en particulier, tu l'as écouté quand la première fois? La première fois, assez rapidement, j'avais envie, alors tout le film se passe près de la mer, et j'avais envie d'un morceau qui évoquait la mer. Alors il y avait quelques morceaux classiques, il y avait du Debussy, il y avait du Ravel. Et puis quand j'ai écouté, alors je le connaissais, je l'avais déjà entendu, mais quand j'ai entendu de nouveau Une barque sur l'océan de Ravel, ça m'a fait me dire que c'était le morceau qui allait être central dans le film, de par plein de choses, de par sa musicalité, de par son titre, de par ce qu'il raconte. Je me suis dit, voilà, ça va être le morceau central sur lequel les deux personnages principaux vont s'aimer pour la première fois, vont se rencontrer, vont se trouver pour la première fois, et puis ce morceau va revenir assez régulièrement dans le film. Puis après, Debussy, Rachmaninoff, Chopin, parce que des morceaux de mon enfance que j'avais envie d'entendre dans un film, que je trouve très beau. Et voilà, alors donc les morceaux classiques de ces compositeurs-là, qui me sont chers, je les ai un peu mixés avec la musique de Cyril Marcheseau, que je voulais orchestrale, assez classique. Donc on a travaillé énormément avec Cyril pour avoir une musique qui soit assez proche, entre guillemets, de cette musique classique, pour avoir une certaine homogénéité dans la musique globale du film. Donc on est très classique, on est très orchestral. Il y a beaucoup de cordes, de piano dans la musique de Cyril Marcheseau. Il y a un petit peu de cuivre aussi, mais assez peu, parce qu'on reste dans une musique assez intimiste. Et après, il y a un petit peu de jazz aussi, mais ça vient plutôt du groupe de jazz qui a joué dans le film, qui est un groupe indonésien, dirigé par Rio Siddiq, qui est un talentueux jazzman. Voilà, donc le jazz était un petit aparté dans le film, mais on est vraiment resté dans quelque chose de très très classique. À quelle étape d'écriture ou de réalisation tu as fait appel à la composition de Cyril? Est-ce qu'il a composé avant les premières images, par exemple, ou après? Cyril, je le connaissais bien en amont du projet, parce qu'on a travaillé ensemble sur deux projets de court-métrage, et on s'était promis qu'on ferait un long-métrage ensemble. Donc je lui ai fait lire très rapidement le scénario, une version pas finale, mais assez avancée du projet. Je lui ai fait lire tout de suite. Il m'a dit qu'il était partant, et puis on a commencé à réfléchir sur les passages musicaux. Donc je me souviens lui avoir envoyé une version du scénario avec des passages surlignés de différentes couleurs sur ce que j'imaginais en musique qui pouvait composer lui, ce que j'imaginais en musique qui ne serait pas composé par lui, mais qui seraient des morceaux de compositeurs classiques que j'insérerais. Ce qui était très important, c'était que Eka, le personnage principal, était censé apprendre la musique. Donc au départ, ne partir d'aucune base, et puis petit à petit, composer des musiques de plus en plus élaborées, de plus en plus grandiloquentes même, parce qu'il finit même par devenir un compositeur qui a du talent, qui est reconnu par son talent. Donc on a travaillé avec Cyril Marcheseau sur une évolution de style musical du compositeur, ce qui était très intéressant pour lui et pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai demandé à Cyril de composer des morceaux au piano sur un petit synthétiseur très basique, des petits morceaux très simples. Et puis petit à petit, on devait sentir l'évolution de cette musique. Donc en fait, il s'est un petit peu Cyril s'est un peu mis dans la peau de ce qu'aurait pu être l'évolution du style musical d'Eka. Et donc on a travaillé pendant toute la partie de pré-production, de production et de post-production avec Cyril. Je pense que c'est un des collaborateurs du film qui a été le plus présent. Et là, pendant le tournage, on discutait pendant le tournage, on disait voilà, il y a Harry qui arrive à faire plus ou moins tel morceau, est-ce que tu veux pas l'aménager pour que ça soit plus crédible, voici une vidéo de ce qu'est capable de faire Harry, est-ce qu'on modifierait pas un petit peu le morceau, etc. C'était extrêmement intéressant et enrichissant de travailler en parallèle du tournage avec Cyril Marcheseau. Vraiment, c'est une collaboration qui était très très intense, très proche. Et je suis très très heureux de ce qu'on a réussi à faire avec Cyril. Une question plus sur la mise en scène de comment on filme la musique. Elle est commentée, décrite parfois par les deux protagonistes, mais surtout par Margot. Elle est interrompue aussi par un beau-frère qui n'en peut plus du piano à 3h du matin. Il y a beaucoup de jeux de regard aussi. Quand on entend du jazz, c'est un montage qui est beaucoup plus sec. Voilà. Est-ce que tu peux parler de cette mise en scène-là pour filmer cette musique? Et est-ce que tu avais peut-être des références de films en tête? Moi, j'ai forcément pensé à Whiplash, par exemple, à la leçon de piano, à Call Me By Your Name pour ce titre, mais aussi à Bagdad Café. Il y a un moment, un
musicien qui joue sur un piano qui n'aimait pas de musique du tout. Est-ce que tu avais d'autres références que celle-ci, ou même des livres, je sais pas? Alors toutes les références que tu cites, en effet, je les avais en tête. Ce sont de grands films, hein, donc c'était simplement des films qui m'ont inspiré en partie. Il y a aussi Shine, qui est un grand film sur la musique classique, sur un interprète qui est devenu fou après avoir longuement pratiqué le piano, et notamment le 3e concerto de Rachmaninov qui l'a rendu fou. C'est une histoire vraie d'un compositeur qui s'appelle, de mémoire, c'est David Elfgott, je crois. C'est un film exceptionnel qui a bercé mon enfance et qui m'a donné aussi envie d'un jour réaliser un film sur un pianiste, sur en tout cas l'univers musical. Whiplash, évidemment, c'est un grand film pour moi, c'est un film exceptionnel d'un réalisateur qui a énormément de talent. La leçon de piano, n'en parlons pas, c'est un film exceptionnel. Et puis Bagdad Café, que j'aime beaucoup aussi, c'est un très grand film. Donc effectivement, ce sont des grands films que j'ai gardés en tête, que j'ai vus quand j'étais plus ou moins jeune et qui m'ont certainement inspiré pour essayer de réaliser ce film-là à ma manière. Et quant à la mise en scène de la musique, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et effectivement, le fait d'avoir voulu transposer la littérature qui était présente dans le roman de Jack London vers un univers musical, c'était parce que je trouve que la musique est beaucoup plus facilement, en tout cas c'est plus intéressant de filmer la musique et un pianiste ou un compositeur qui est au clavier et qui est en train de griffonner des partitions, etc., que quelqu'un qui écrit. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à la comédienne principale et à Harry Santika, donc Dorca la comédienne, Dorca Copin et Harry Santika le comédien, de prendre des cours de piano d'abord pour pouvoir faire en sorte que ça soit le plus crédible possible, que le personnage de Margot donne des cours à Eka et que Eka petit à petit devienne quelqu'un qui est... Du coup on s'est retrouvé sur le plateau avec Harry et Dorca qui avaient quelques notions. Alors évidemment c'est pas en quelques cours qu'on va devenir quelqu'un qui est à l'aise au piano, mais au moins ils avaient quelques notions. C'était beaucoup plus simple pour moi de filmer des plans larges de ces deux personnages là qui s'exprimaient au piano. Quant aux plans serrés, de temps en temps c'était vraiment les comédiens qui jouaient. De temps en temps, c'était des doublures. Dès qu'il y avait des morceaux un petit peu complexes, j'ai fait appel à plusieurs doublures. Pour Harry, c'était 2 voire 3 pianistes qui s'y sont collés. Et pour Margot, c'était ma petite sœur qui a fait la doublure main. C'était très amusant à faire. Le challenge étant de ne pas de faire en sorte qu'on ne devine pas que ce soit des doublures. Donc il fallait des raccords lumière, il fallait des pianos plus ou moins similaires. C'était un exercice assez rigolo. Et j'ai essayé de temps en temps de garder quand même les comédiens en plan large qui jouaient d'eux-mêmes. Donc plus facilement pour Harry. Enfin, je dis plus facilement, mais j'ai gardé plus volontiers des plans larges d'Harry, puisqu'il y avait beaucoup d'improvisation, etc. Donc c'était plus sympathique de garder ça en plan large. Puis pour Margot, il y a pour Dorca, il y a quelques plans larges d'elle, mais il y a encore plus de plans serrés, parce que c'est des morceaux très très difficiles. Et c'était très compliqué pour nous de donner suffisamment de leçons de piano à Dorca et à Harry pour arriver à un résultat satisfaisant. Très satisfaisant, ça serait compté en centaines d'heures. On n'avait pas le budget tout simplement, parce que le temps on aurait pu le trouver, mais comme c'était un film à tout petit budget, on n'a pas pu se permettre ça. Voilà ce que je peux dire sur la mise en scène musicale. Beaucoup de regards, tu disais effectivement. Ce qui m'a semblé intéressant, c'était de pas systématiquement montrer les mains, mais les regards étaient presque parfois plus évocateurs, d'autant que la musique était parfois prétexte à la relation amoureuse qui s'installait petit à petit. Donc en fait, de par les regards, on pouvait deviner ce qui se passait musicalement. Et parfois, je restais longtemps au montage. Je dis je restais, mais la monteuse et moi avons décidé de rester longuement sur des regards plutôt que de montrer systématiquement les mains. Mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films, hein. On a le choix entre montrer les mains, montrer les regards, parfois montrer du hors-champ. On a aussi le choix de parfois montrer une envolée d'oiseaux au moment où ça s'agite un petit peu à la musique. Il y a plein de possibilités, c'est ça qui est très intéressant quand on filme la musique, c'est qu'on peut montrer plein de choses et parfois même montrer des choses qui n'ont rien à voir, à savoir un voyage entre les deux protagonistes. Parfois on divague complètement et au milieu du morceau, on passe sur un road trip entre les deux, des souvenirs, on revient au piano, on repart sur plein de choses. Il y a beaucoup de possibilités de faire des choses intéressantes quand on filme la musique. Et tu l'as dit, la musique permet aussi une sorte d'ellipse, je pense vers la fin du film, au moment de l'ascension d'Eka. Je voulais te poser la question par rapport à la morale du film. Quelle est-elle selon toi ? Est-ce que le succès rime avec bonheur ou pas ? J'ai pas forcément l'impression pour toi. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors je me garderais bien de donner une morale, même si effectivement on se rend compte que, là je vais dévoiler un petit peu le film, mais on se rend compte que le but recherché au départ de Eka, c'est de se rapprocher de la culture occidentale qu'il ignore et dont il imagine qu'elle est truffée de secrets et de bonheur. Il voit cette famille qui vit dans l'opulence, il découvre petit à petit la culture occidentale dont il se dit que ça doit être super d'échapper à son quotidien et d'avoir de l'argent, de la reconnaissance. Et c'est
ce qu'il va rechercher dans un premier temps. Et puis quand, un beau jour, après de multiples échecs, il va rencontrer cette reconnaissance, il va se rendre compte qu'il a changé, c'est plus le même, son milieu le rejette, il est perdu, il est plus lui-même, il se rend compte qu'il est plus lui-même, ça va le perdre, il va se rendre compte petit à petit que c'est pas ce qu'il recherchait, mais est-ce que c'est pas trop tard à ce moment-là? Est-ce qu'il va réussir à revenir en arrière? Donc c'est pas vraiment une morale que je cherche à défendre, mais c'est effectivement un parcours potentiel de quelqu'un qui se perd et qui renie ses origines et qui va se rendre compte qu'il n'est pas à sa place du tout. Mais c'est pas une morale dans le sens où il y a plein de gens qui réussissent et qui sont très très heureux de leur réussite. C'est même peut-être, j'imagine, la majeure partie du temps, ça se passe comme ça. Mais j'avais envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui vivait à un moment la réussite, le succès, et qui se rendait compte que c'était pas ça qu'il recherchait. Il pensait que c'était ça dont il avait envie, mais en fait, c'est pas le cas. Et du coup, va arriver quelque chose auquel il n'avait pas pensé et il va s'y perdre. C'est ce qui me plaît dans le côté dramatique du film. Moi, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas fan des happy end dans les films. Et ce qui me plaisait beaucoup dans cette histoire, c'était qu'on se rende compte que finalement, c'était pas ça qu'il recherche et que le retour en arrière n'était pas forcément possible et que le bonheur qu'il recherchait n'était pas forcément celui qu'il allait trouver, bien que le succès soit au rendez-vous. Je sais pas si je pourrais donner une morale au film. Je crois que d'ailleurs, j'ai eu envie de donner une fin assez ouverte. Est-ce qu'on peut y voir peut-être une transposition, après tout métier artistique confondu, mais sur ce film-là, tu as plusieurs casquettes, puisque tu es à la fois scénariste, réalisateur, producteur, mais tu as aussi été directeur de la photo. Écrire un film, c'est très compliqué, c'est souvent de la réécriture, beaucoup. C'est faire des sacrifices après pour mettre en œuvre et en lumière un film. Est-ce qu'on peut y voir une sorte peut-être de transposition? J'irai pas jusque-là parce que je suis encore qu'un petit réalisateur qui débute. Et si jamais un jour ça marchait pour moi, je pense pas que je serais aussi pessimiste qu'Eka. En revanche, c'est sûr qu'on s'identifie forcément un petit peu au personnage principal, l'envie de pas forcément de réussir, mais l'envie d'être, encore une fois, est-ce que c'est l'envie d'être reconnu? Je ne sais pas. L'envie de faire des choses qui soient vues, ça c'est sûr. C'est vrai quand on compose, quand on écrit un film et qu'on le réalise, forcément on a envie qu'il soit vu, on le fait pas pour que personne ne le voit. Certains diront, notamment le personnage d'Argo dans le film, certains diront oui mais l'œuvre elle existe, pourquoi tu as besoin qu'elle soit vue? Est-ce que c'est pas suffisant que ce que tu composes, ce que tu écris, ce que tu filmes existe, et puis si jamais elle n'est vue que dans 100 ans, 200 ans, est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que tu as envie qu'elle soit vue? Est-ce que tu as envie que tu sois reconnu pour ça? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'œuvre qui compte ou est-ce que c'est le fait d'être reconnu qui compte? Moi je pense que c'est plutôt l'œuvre, mais je crois qu'on a tous une petite envie que nos œuvres soient vues et pourquoi pas reconnues. Pourquoi reconnues? Est-ce que c'est pas une sorte d'égoïsme et une sorte de narcissisme? Ça c'est une question très, très complexe. En tout cas, peut-être que je m'identifierais au personnage principal dans son envie de progresser rapidement, parce qu'on se rend compte que le temps passe vite, et l'envie de concrétiser des choses qu'on a envie de mettre en image ou en musique. Après, effectivement, moi j'ai sur ce film beaucoup de casquettes. C'est vraiment pas une envie à la base de faire 15 métiers en même temps, mais c'est simplement que c'est un film qu'on a fait avec un tout petit budget. J'aurais beaucoup aimé avoir un directeur de la photographie chevronné, mais c'était très compliqué. On pouvait pas partir à beaucoup, on avait extrêmement peu de matériel. On avait 3 projecteurs, une caméra avec des optiques photos, donc les directeurs de la photographie, ils aiment pas les optiques photos, c'est beaucoup plus compliqué que les optiques cinéma à manier. Je savais qu'on n'aurait pas le temps, je savais qu'il y avait plein de choses, donc je me suis dit allons-y, c'est moi qui vais faire la photo et puis on verra bien comment ça se passe. En même temps, moi ça me permet de faire mes gammes en directeur de la photographie, qui est un métier que j'affectionne beaucoup depuis que je fais le métier de réalisateur. Et puis après, j'ai fait la décoration, mais parce que on n'avait pas de chef déco tout simplement, hein. C'est pas mon métier, chef décorateur. J'ai écrit parce que oui, ça me tient à cœur. C'est vrai qu'en France, on a envie d'écrire et de réaliser, c'est pas forcément une bonne chose. On s'en rend compte, je me rends compte. C'est 2 métiers très différents. Scénariste est un métier extrêmement complexe et je pense que si je devais le refaire, j'aurais passé encore beaucoup plus de temps sur le scénario et je me serais entouré peut-être de scénaristes pros qui seraient venus me faire des retours, etc. Là, je suis parti bien en tête avec mon scénario, je me suis dit, allez, je le tourne. Aujourd'hui, j'en suis très fier de ce film, mais c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi je me suis privé d'un scénariste professionnel qui aurait pu me faire des retours, etc. J'ai pas de regret du tout, hein, mais c'est vrai que c'est 2 métiers différents, réalisateur et scénariste. Hein. On a envie en France d'être les deux, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a envie de maîtriser de A à Z notre œuvre,
notre œuvre, notre projet, notre film, c'est pas forcément une bonne idée. Mais ça peut, voilà, c'est en tant que réalisateur, en tout cas, on a envie d'être un petit peu scénariste. Alors après, est-ce qu'il faut l'être à 100% ou être en collaboration avec un scénariste plus chevronné? Je pense que oui, c'est une bonne idée quand même. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais producteur parce que on a décidé de faire le film à Bali, en anglais, en indonésien, donc du coup, le film n'étant pas français, enfin n'étant pas tourné en français, c'était extrêmement compliqué d'avoir des financements traditionnels du CNC, des sociétés de production, des banques, des chaînes de télé, c'était déjà mort. On savait que le choix de tourner en anglais, c'était qu'on se privait de financement public. C'est un vrai choix artistique aussi, parce qu'il y a une société de production qui m'a contacté en me disant qu'ils avaient vraiment bien aimé le projet, mais là, ils voulaient qu'on le réécrive en français et que ça se tourne à Paris. Et on aurait pu potentiellement le faire financer de manière classique, avec un vrai financement plus conséquent. Et je me suis posé la question, je me suis dit non, ce qui me plaît, c'est de le faire comme je l'ai imaginé, à Bali, avec un jeune balinais, une jeune française, des décors qui ne sont pas ceux qu'on voit tous les jours dans les films français. La contrepartie étant qu'on aurait beaucoup moins d'argent, mais plus de liberté, d'une certaine manière. Moins de liberté parce qu'on serait 10 au lieu d'être 50, mais en même temps plus de liberté parce qu'en étant 10 dans l'équipe, on peut accéder à des décors où on doit de se faire discret. Je pense notamment au combat de coq. Combat de coq, on a pu y accéder parce qu'on était 3, l'ingénieur du son, moi et le comédien, mais en termes d'équipe technique, peut-être même 2. Si on était une équipe de 30, c'était même pas la peine, on rentrait pas. Donc plein de choses comme ça qui fait que le fait d'être une petite équipe donnait accès à plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire avec une grande équipe. La contrepartie évidemment, c'est que j'étais moins axé uniquement sur la mise en scène, il fallait que je fasse plein de choses à la caméra. Parfois j'allais chercher des décors en mobilette 1 heure avant de tourner, chercher des décors 1 heure avant de tourner, chercher des comédiens 1 heure avant de tourner, donc du coup j'étais un peu dispersé partout. Donc la contrepartie effectivement, c'est qu'en tant que metteur en scène, j'étais non pas 100% metteur en scène, mais simplement 40% metteur en scène, et le reste de moi était éparpillé dans plein d'autres postes. Plein d'avantages, mais aussi des inconvénients à être une petite équipe et faire un projet un petit peu underground comme celui-ci. Pour conclure peut-être, pour tes futurs projets, tu penses à un parcours un peu plus classique en termes de financement et de répartition du travail, ou tu aimes bien justement faire du crowdfunding pour financer tes films et avoir après plus de liberté grâce à toutes ces contraintes qu'impose aussi un petit budget? Alors si c'était à refaire, il y a 2 choses. D'une part, le fait que ça soit un petit budget et le fait d'être obligé de travailler avec 5-6 personnes dans une équipe, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça peut être une force. En revanche, ce qui était très dur, c'était de devoir tout gérer, ma femme et moi, donc ma femme qui est productrice avec moi sur le film, pendant 2 ans. On était 2 à la production, donc on a tout fait à 2, et en fait ça nous a pris 2 ans tous les jours. Vu qu'on n'avait pas d'argent, on devait tout faire. On a dû faire une grande partie de la post-production. Le montage, c'est Marie-Reine, ma femme, qui l'a fait pendant quasiment 6 mois de montage non-stop. La vie de famille est très diluée dans ça, donc c'est vraiment très complexe de faire ça à 2 ou à quelques-uns. Et ça, c'est uniquement le manque d'argent qui a fait qu'on ne pouvait pas s'entourer d'autres personnes que nous 2. À un moment, en post-production, il ne nous restait rien. On s'est dit, on n'a pas le choix que de faire ça nous 2 pendant des mois et des mois non-stop tous les jours si on voulait terminer le film. Donc ça, c'est très compliqué. Si je pouvais refaire un film, j'essaierais d'abord de le faire financer de manière plus classique, avec un petit peu d'argent, parce que malgré tout, on peut être plusieurs à la production, on peut être plusieurs au montage, on peut être plusieurs sur le tournage, se répartir les rôles de manière plus saine. Donc j'essaierai d'abord de rechercher des financements de manière plus classique. Alors pourquoi pas produire le prochain film, ou le coproduire, parce qu'on a encore une jeune boîte de production qui avons produit un film indépendant, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir produire sereinement, je pense, un prochain long métrage, mais pourquoi pas coproduire si jamais l'occasion se présente. Après, si jamais aucune boîte de production ne voulait produire mon prochain film, est-ce que je me relancerais dans une aventure similaire de tout petit budget? C'est compliqué de te dire oui pour ces raisons-là. Je pense qu'avec un petit peu plus d'argent quand même, là on a tourné le film pour 150 000 euros, 200 000 euros. C'est une somme d'argent pour les gens qui ne savent pas comment on dépense l'argent. Mais c'est un tout petit budget quand on doit rémunérer une équipe, même si on rémunère l'équipe au strict minimum. C'est une somme d'argent qui part très vite dans la post-production, dans la pré-production, dans la production, dans tout. Et on se retrouve très rapidement à devoir tout gérer à 2. Et c'est trop chronophage, c'est trop d'énergie, je pense. Surtout quand on a une vie de famille. Aujourd'hui, je suis papa de 2 tout petits enfants. Je pense qu'on ne pourrait pas se permettre de tout plaquer, de mettre de côté notre vie familiale pour un film. Ça reste un film, il faut se le dire. Donc je ne pense pas que dans les conditions dans lesquelles on a fait ce film-là, on pourrait se relancer. En revanche, peut-être dans un entre-deux, je pense que ce serait possible. Merci. Merci à toi, Aline. Je remercie infiniment mon invité, Arnold Deparsco. Que vous écoutiez ce podcast sur une plateforme dédiée ou sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir dans la description liée ou sur le site
site yodar.fr pour découvrir la bande-annonce d'une barque sur l'océan. Juste avant de se quitter, voici les recommandations artistiques d'Arnold. Bonjour Yodar, je m'appelle Arnold de Parsco, je vais vous donner quelques petits conseils de films, musique ou livres que j'ai beaucoup appréciés. Alors en film, je vais pas m'étaler, mais avant d'aimer le cinéma de drame et de romance, j'étais plutôt un fan de films un peu perchés. Donc je vais vous donner quelques réalisateurs qui ont bercé mon enfance. Jodorowsky, qui est un réalisateur, je crois qu'il est mexicain ou chilien peut-être. Il est chilien. Et on lui doit des chefs-d'œuvre comme La Montagne Sacrée et Santa Sangre, donc c'est des films qui datent un petit peu, je crois que c'est des années 80. C'est un vrai régal. Après, en réalisateur français, il y a mon ami Benoît Delépine qui est en duo avec Gustave Kervern, qui font des films totalement décalés et qui sont un peu uniques en leur genre. Je vous conseille vraiment leur cinéma, Mammouth, Louise Michel, Le Grand Soir, Altra, Avida, tous leurs films sont vraiment très très bons. J'ai un petit faible pour leur premier film, Altra. Après, je pourrais m'étaler en vous citant Bertrand Blier, Joël Seria, mais je vais aller plutôt du côté scandinave avec Roy Andersson, qui est un cinéaste qui est pas très connu mais qui a fait de grands films selon moi, Chanson du deuxième étage et Nous les vivants, qui sont des films vraiment barrés à la limite de la comédie dépressive. Enfin, je vous conseille vraiment ça si vous voulez du cinéma décalé. Et sinon, pour citer un film qui m'a vraiment plu et qui reste dans la lignée des drames romances, il y a un film qui date de 2019 qui s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmao, d'un metteur en scène qui s'appelle Karim Aynouz, ou Aynouz, je ne sais pas comment on prononce, et qui est selon moi un très grand film qui est un peu méconnu. Je vous le conseille, il est sorti l'année dernière si vous ne l'avez pas vu. En musique, moi j'ai un faible pour la musique classique et notamment en ce moment pour quelques grands compositeurs de musique de film. Je pense à Max Richter, qui est pour moi le plus grand compositeur vivant de musique classique, enfin de musique de film pardon, avec Johan Johansson qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps. Max Richter et Johan Johansson qui a composé la musique notamment des films de Denis Villeneuve, qui est un des plus grands réalisateurs en ce moment selon moi. Et Max Richter qui a composé la musique d'un film qui s'appelle Hostile, qui est pour moi le plus grand western depuis les westerns de Sergio Leone. Et sa musique est vraiment sublimissime, la musique assez mélancolique, c'est vraiment à écouter. Si vous aimez la musique qui n'est pas forcément très gaie, mais en tout cas qui est sublime, je vous conseille. Max Richter, Johan Johansson. Et en musique électronique, je vous conseille Rhône, qui est un artiste qui a vraiment beaucoup de talent, qui est connu, qui est un petit peu connu, notamment des fans de musique électronique. Je crois qu'il s'appelle Erwan Castex, enfin en tout cas il s'appelle Rhône, son pseudo c'est Rhône, allez l'écouter, il a sorti un album cette année qui est vraiment très très bon. En livre, je vous conseille bien sûr Jack London, Martin Eden évidemment, qui est je pense il me semble l'un de ses plus grands romans, mais il y a aussi Le Vagabond des étoiles qui est un très très grand roman de Jack London. Et puis de manière générale tous les livres de Jack London sont je crois, je ne les ai pas tous lus, mais en tout cas de ceux que j'ai lus, vraiment de très très bons livres. Le plus connu je crois que c'est Cro-Blanc, qui n'est pas un livre pour enfants seulement comme on peut le croire, mais un livre très profond. J'aime beaucoup aussi la littérature de Pascal Bruckner. Repartons un petit peu dans l'étrange et dans le politiquement incorrect. Pascal Bruckner qui est un romancier de talent, au-delà d'être un philosophe, et qui a pour spécialité des romans avec des personnages totalement antipathiques pendant une partie de l'histoire et puis qui subissent une sorte de rédemption, qui finissent par émouvoir le lecteur. Je pense à des livres qui m'ont beaucoup plu mais qui sont très très polémiques, comme La Maison des Anges, Les Voleurs de beauté. Il a fait Lune de fiel, qu'il a écrit Lune de fiel, qui a été mis en scène par Polanski il y a quelques années. Voilà, et après quelques livres beaucoup plus connus, mais Le Portrait de Dorian Gray, on est beaucoup à trouver, qui est un grand chef-d'œuvre de la littérature classique. Voilà, je vous remercie. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le film d'Arnold de Parsco, Une barque sur l'océan, sortira en salle mercredi 26 août et qu'il est plus que nécessaire de soutenir ce genre de cinéma. Donc allez en salle, prenez soin de vous et à très vite.